suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. La suite dans les idées au pays des voix, aujourd'hui celui de Walter Benjamin. Après m'être porté candidat durant des mois, j'avais reçu de la direction de la station de D la tâche d'entretenir les auditeurs 20 minutes durant de ma spécialité, la bibliographie. Au cas où ma causerie trouverait écho, on me laissa espérer le renouvellement de tels rapports régulièrement. Le directeur du département fut assez aimable pour me signaler qu'était d'une importance décisive, à côté de la structuration de telles considérations, l'art et la manière de la conférence. Les débutants, dit-il, commettent l'erreur de croire qu'ils ont à tenir une conférence devant un public plus ou moins nombreux, qui est seulement par hasard juste invisible. Rien n'est plus faux. L'auditeur de radio est presque toujours un individu isolé, et à supposer même que vous en touchiez quelques milliers, vous n'atteindrez toujours que des individus isolés. Vous avez donc à vous comporter comme si vous parliez à un individu isolé, ou encore à de nombreux individus isolés si vous voulez, mais pas du tout à beaucoup de personnes rassemblées. C'est le premier point. Et maintenant un second encore. Respectez l'horaire exactement. Si vous ne le faites pas, nous serons obligés de le faire à votre place, et ce, en coupant brutalement. Tout retard, même le moindre, a tendance, comme nous le savons d'expérience, à se démultiplier en cours de programme. Si nous n'intervenons pas à l'instant même, notre programme se disloque. Donc n'oubliez pas un mode d'exposé sans contrainte et finir à la minute. Je pris ces instructions à la lettre. C'est aussi que beaucoup dépendait pour moi de l'accueil réservé à ma première conférence. Je m'étais exercé à voix haute chez moi en contrôlant le temps, à lire le manuscrit avec lequel je me pointais à la station de radio à l'heure fixée. Le présentateur me reçut avec prévenance et je pus considérer comme un signe particulier de confiance qu'il ait renoncé à surveiller mon début depuis une cabine adjacente. Entre l'annonce de mon arrivée et celle de mon départ, j'étais mon propre maître. Pour la première fois, je me trouvais dans un lieu d'émission moderne où tout sert la parfaite commodité de l'intervenant, le déploiement sans contrainte de ses capacités. Il peut se mettre debout à un pupitre ou s'installer sur un des vastes sièges. Il a le choix entre les sources de lumière les plus diverses. Il peut même aller et venir en déplaçant le micro avec lui. Enfin, une horloge dont le cadran marque non pas les heures mais seulement les minutes lui rappelle combien l'instant peut compter dans cette pièce calfeutrée. Il fallait que je finisse quand l'aiguille serait sur 40. J'avais bien lu la moitié de mon manuscrit lorsque je tournais à nouveau mon regard vers l'horloge où l'aiguille des secondes parcourait le même circuit que celui tracé à l'indicateur des minutes avec une vitesse 60 fois supérieure. Est-ce qu'une faute de régime avait échappé à la maison ou m'étais-je maintenant trompé de rythme ? Une chose était claire, les 2/3 de mon temps s'étaient déjà écoulés. Tout en continuant de lire mot après mot à une cadence forcée, je cherchais fébrilement une issue en silence. Seule une décision hardie pouvait être d'un quelconque secours. Il fallait sacrifier des paragraphes entiers et improviser en revanche les considérations menant à la conclusion. M'extraire de mon texte n'était pas sans péril, mais je n'avais pas le choix. Je rassemblais toutes mes forces, sautais en développant une longue période plusieurs pages de manuscrits et atterris avec bonheur, finalement, tel un aviateur sur son champ d'aviation, dans le cercle d'idées du paragraphe terminal. Avec un soupir de soulagement, je réunis aussitôt après mes papiers et dans l'heureuse fierté de la prestation en force que j'avais accomplie, je quittai le pupitre pour enfiler mon manteau en toute sérénité. À vrai dire, le présentateur aurait dû entrer à ce moment-là. Mais il se fit attendre et je me suis tourné vers la porte. Ce faisant, mon regard tomba encore une fois sur l'horloge. L'aiguille des minutes indiquait 36. Encore 4 minutes pleines jusqu'à 40. Ce que j'avais attrapé au vol précédemment avait nécessairement dû être la position de l'aiguille des secondes. Je compris alors l'absence du présentateur. Or, au même instant, le silence qui avait encore été bienfaisant jusque-là m'enveloppa comme un filet. Dans ce local destiné à la technique et à l'homme régnant par elle, m'envahit un frisson nouveau qui toutefois s'apparentait au plus ancien que nous connaissions. Je me prêtais à moi-même l'oreille, à laquelle maintenant tout à coup me retentissait que mon propre silence, et je le reconnus comme étant celui de la mort qui m'emportait à présent dans 1000 oreilles et 1000 pièces de séjour en même temps.
Une angoisse indescriptible m'envahit et immédiatement après une résolution tumultueuse, sauvons ce qui peut l'être encore, me dis-je à moi-même, et je tirai violemment le manuscrit de ma poche de manteau, pris le premier venu des feuillets sautés et me remis à lire avec une voix qui me paraissait couvrir mes battements de cœur. Je ne pouvais plus demander de moi des trouvailles et comme le morceau de texte que j'avais attrapé était court, j'entendis les syllabes, fis bien vibrer les voyelles, rouler les airs et introduisis des pauses méditatives entre les phrases. Encore une fois, j'atteignis ainsi la fin. Cette fois la bonne. Le présentateur vint me renvoyer obligeamment comme il m'avait reçu précédemment, mais mon trouble se prolongea. Aussi, lorsque le jour d'après, je rencontrai un ami dont je savais qu'il m'avait entendu, je lui demandai en passant quelle avait été son impression. « C'était fort bien, dit-il, sauf que les récepteurs clochent toujours, le mien s'est complètement interrompu pendant 1 minute. » Texte de Walter Benjamin, à la minute. Texte tiré des écrits radiophoniques de Walter Benjamin, publié ces jours-ci aux éditions Alia et présenté, organisé par Philippe Baudouin. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Baudouin, chargé de réalisation ici à France Culture. Il lui est arrivé de réaliser La Suite dans les idées. Il est également un grand amateur de radio et d'écrits sur la radio. Et on lui doit donc ce volume qui propose, pour certains d'entre eux, des textes jusque-là totalement inédits en français de Walter Benjamin sur la radio. Et puis des textes sur la radio et puis aussi des textes de radio. Nous allons aujourd'hui à La Suite dans les idées, en forme de clin d'œil à ce média, clore cette 15e saison de La Suite dans les idées en parlant de radio et en parlant de Walter Benjamin avec également Bruno Takels. Bonjour. Bonjour. Bruno Takels est le biographe de Walter Benjamin. Vous avez consacré un livre à la vie de Benjamin paru chez Actes Sud, voilà maintenant 2 ans, 3 ans, plus 5 ans maintenant. 5 ans maintenant. Il est réédité chez Bavel. Il est en poche désormais. Voilà, et Bruno Takels, vous êtes aujourd'hui directeur du pôle recherche de la Direction générale de la création au ministère de la Culture. Alors, Philippe Baudouin, ce livre d'abord magnifique, comme souvent les productions d'Alia, magnifique objet matériel avec en couverture une photo colorisée d'Orson Welles au pupitre 1938, l'adaptation célébrissime de La Guerre des Mondes. Autre grande figure de la radio, quasi contemporaine de Walter Benjamin, puisque le Benjamin dont nous allons parler aujourd'hui à La Suite dans les idées, c'est celui qui va des années 1929 aux années 1933. C'est ces 5 années durant lesquelles Benjamin va travailler pour la radio, à la radio, Philippe Baudouin. Oui, je crois que l'engagement de Walter Benjamin pour les ondes berlinoises et francfortoises est à l'image du texte à la minute que vous venez de donner à entendre. En réalité, j'ai l'impression que c'est une sorte de course contre le temps, contre l'horloge de l'histoire, en fait, qu'éprouve Benjamin dans ses couloirs de radio, dans ses studios. Le temps de quand même 90 émissions, des émissions destinées à la fois aux enfants, aux adolescents, aux adultes, mais aussi aux salariés, comme c'est le cas de notamment un texte intitulé « Une augmentation de salaire, mais où avez-vous donc la tête ?» Pour Benjamin, c'est véritablement une pratique d'une philosophie des ondes, d'une philosophie du microphone. C'est ça qui est assez frappant. Et ce travail, ce recueil écrit radiophonique, est le fruit d'une collaboration avec Philippe Ivernel, qui a traduit l'ensemble de ces textes, dont à peu près la moitié étaient inédits en français jusqu'à présent. Un travail de 2 ans, assez éprouvant, mais extrêmement satisfaisant, comme vous pouvez vous en douter. Alors avant de revenir sur ces textes qui sont de statuts différents, puisqu'il y a des textes qui sont des créations littéraires ou des adaptations pour des pièces radiophoniques, des modèles radiophoniques, on va revenir sur ce concept. Et puis il y a des textes qui, eux, sont des réflexions, même s'ils sont en général plus brefs, mais extraordinairement denses, qui sont des réflexions sur la radio. Avant cela, Bruno Takels, comment replacer cet épisode radio, si j'ose dire, cette séquence radio dans le parcours de celui qu'on connaît comme un grand penseur allemand, disparu, suicidé en 1940 et qui a ce parcours à la radio jusqu'à l'arrivée des nazis au pouvoir. Il arrête quelques jours avant l'accession au pouvoir de Hitler. Bruno Takels. Alors on a souvent présenté le rapport de Benjamin à la radio comme un rapport instrumental, c'est-à-dire il aurait instrumentalisé la radio pour survivre en quelque sorte. On parle évidemment de conditions d'un travail alimentaire, oui. Des conditions matérielles qui l'aurait amené par des relations à faire de la radio. C'est sans doute un peu vrai, mais c'est absolument faux d'imaginer que Benjamin n'aurait fait de la radio qu'un outil. Il l'a vraiment pensé comme un médium. D'ailleurs, quand il sent qu'il ne peut plus le faire comme il le veut, il arrête.
Exactement. Et quand je dis qu'il le pense comme un médium, c'est qu'il fait cette chose incroyable qu'à un moment où ce dispositif technique s'invente et où donc on est en train de le défricher, non seulement il est aux avant-postes et il invente des formes, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, mais il fait déjà la critique de leur banalisation, en quelque sorte. Il est déjà en train de critiquer une radio, on dirait aujourd'hui commerciale, mais il disait lui vulgaire, cette idée de passer de la vulgarité de la communication, je dirais, mécanique, à une vulgarisation. Ce mot lui-même, d'ailleurs, est un peu, au fond, perdu, mais quand on relit Benjamin dans son rapport à la radio, parce que ce que vous avez dit est très important, Philippe Baudouin, il est théoricien et praticien de la radio. C'est-à-dire, il a pensé la radio tout en la pratiquant. Ce qui est, au fond, une chose dans l'histoire du XXe siècle, vous me le confirmerez, qui est fort rare. Hein, en inventant un mode de vulgarisation radicalement nouveau. Voilà. Radiophonique à part entière. Pour schématiser, moi je le résumerai comme ça au fond. Benjamin invente les dossiers de l'écran, 70 ans avant les dossiers de l'écran. Non mais réellement, c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir de l'art à la télévision, hein, c'était ça les dossiers d'écran, du grand cinéma, du beau cinéma, confronté avec des témoins, acteurs, protagonistes, qui font du film la scène, on pourrait dire, le médium d'une pensée. Il me semble qu'on pourrait résumer comme ça la plus belle invention de Benjamin que vous traduisez par modèle radiophonique. Oui, c'est Philippe Ivernel qui traduit. Oui. Moi, je préférais le mot maquette radiophonique. J'aime beaucoup cette notion de la maquette. On retrouve dans ce terme Philippe de modèle Baudouin. Ce sens de modèle réduit. La maquette, vous avez tout à fait raison. C'est un microcosme en soi. C'est une tranche de la vie quotidienne, ces modèles radiophoniques. Ce qu'il entend par là, c'est un type d'émission qu'il met au jour, les Hörmodellen, donc les modèles radiophoniques, dans lesquels il va essayer de forger une philosophie de la vie quotidienne qu'il adresse bien évidemment à des auditeurs, des adultes, des salariés, des jeunes salariés, notamment sur des questions qui peuvent paraître assez anecdotiques, mais qui sont extrêmement importantes dans la vie de tout un chacun. C'est le cas de ce texte que Philippe Ivernel a traduit dans notre recueil, Une augmentation de salaire, mais où avez-vous donc la tête, où le but pour Benjamin était de, me semble-t-il, de faire entendre de quelle manière obtenir une négociation auprès de son employeur, mais également et surtout, j'ai l'impression, c'est une critique extrêmement virulente du système capitaliste de l'époque. Alors il faut décrire véritablement à quoi ressemble ce modèle radiophonique. C'est effectivement cette premier texte, qui était le premier essai au fond de ce modèle, met en scène un employé qui s'y prend très mal pour négocier son augmentation de salaire face à son patron. Et puis un second employé qui, lui, s'y prend très bien. Et par le didactisme revendiqué, assumé de ce dialogue, Benjamin entend montrer par là, au fond, comment se déroulent des interactions sociales ordinaires que nous sommes tous amenés à connaître dans nos vies quotidiennes. Et ce qui est frappant, c'est de voir que ce texte qui est écrit au début des années 30, finalement, résonne presque comme si on avait affaire à l'une de ces fictions qu'a inventé le sociologue Irving Goffman aux États-Unis plus de 20 ans plus tard, dans son livre La mise en scène de la vie quotidienne, c'est-à-dire en s'appuyant lui aussi, comme l'a fait Benjamin, sur des manuels de politesse, d'étiquette, pour montrer au fond comment se déroulent les interactions sociales. Évidemment qu'il y a ce didactisme, et évidemment qu'il y a la critique aussi dont vous parliez, parce qu'on n'imagine pas une seconde Benjamin s'en tenir à un simple descriptif, et de toute façon la simple objectivation de cette situation vaut critique en quelque sorte, Bruno Takels. Oui, il pense que la radio peut être utile. Au fond, il cherche à la radio à être utile. Il sait bien que les livres, c'est fichu, et que, bien sûr, il pense pas Internet, mais il pense en tout cas qu'avec ces médiums, et de la radio, et de la télévision, et du cinéma, mais ensuite de la télévision, de certaine manière, c'est un enchaînement, on a une logique de l'accès qui se met en place. L'accessibilité généralisée, c'est ça qu'il faut entendre dans l'idée que tout s'expose. Hein. L'exposition, c'est tout le monde y a accès. Et ça, il comprend que ça va transformer radicalement la façon de s'adresser aux gens. Et il l'intègre dans ses émissions, puisqu'il fait cette chose incroyable, non seulement d'être, comme vous le disiez, au plus près du quotidien, du réel, du souci des gens qui l'écoutent, censément, mais il fait encore plus, il les intègre dans l'émission. C'est-à-dire que Benjamin intègre le principe de l'interactivité dès les années 20, c'est quand même pas banal, en pensant qu'on ne peut pas être univoque dans la parole, mais qu'il faut évidemment la dialectiser, et que si on s'adresse à quelqu'un, il faut qu'il puisse répondre. Alors justement, vous disiez, c'est pas encore Internet, mais
Moi, j'ai été frappé en lisant ces textes sur la radio de voir qu'à l'époque, la radio a 10 ans. Et que les questions que la radio se pose à elle-même, ou plutôt que Benjamin et ses amis, le directeur de la radio de Francfort avec lequel il s'entretient en particulier, ces questions résonnent incroyablement avec les questions que nous posons aujourd'hui face à ce nouveau média qui est Internet. Ce sont des questions de format, ce sont les questions qui ont trait au public auquel on s'adresse. Est-ce qu'il s'agit d'une audience? Est-ce qu'il s'agit d'un public? Et là, on a les échos de ce vieux débat sociologique entre foule et public en particulier. Donc, il y a quelque chose de très troublant à voir, au fond, une radio en train de tâtonner, en train de s'inventer à cette époque-là, Philippe Baudouin. Oui, après, il faut pas oublier quelque chose, c'est que tout est inventé à cette époque-là. Les stations émettrices s'installent à partir du début des années 20, et lorsqu'on expérimente, on invente, on crée, certes, mais on défriche surtout, parce que ces appareils, on commence véritablement à sentir leur potentialité artistique, et ce que va faire Walter Benjamin. Ce qui me semble intéressant, c'est, comme vous le disiez, cette volonté de faire interagir l'auditeur et le speaker. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'il y a cette idée chez Walter Benjamin que celui qui écoute peut devenir à chaque instant quelqu'un qui donne à entendre. Et ça, c'est éminemment politique chez lui. Il y a un investissement total, global de la machine radiophonique qui est passionnant, parce que il y a ces textes-là, ces modèles radiophoniques où on s'adresse directement aux travailleurs, aux salariés, en essayant peut-être de manière aussi dans l'absurdité, dans l'aspect caricatural, de critiquer le système. Mais il y a aussi cette volonté d'éclairer les enfants. C'est le cas du Hörspiel, donc de la pièce radiophonique Chahut autour de Casperle, que l'on propose également dans ce recueil-là, où Benjamin avait pour intention de déconstruire le dispositif radiophonique. La question finalement, c'est que se cache-t-il derrière le micro? Qu'est-ce qu'on tente de nous faire croire derrière cet écran sonore, derrière ces images sonores que propulse d'une certaine façon la radio? Et ces réflexions ne sont pas étrangères, j'imagine, Bruno Takels, à l'influence de quelqu'un d'important à l'époque pour le théâtre qui est Brecht. C'est même un dialogue constant. En réalité, Benjamin est en train de défricher dans le laboratoire de la radio de l'époque ce que Brecht est en train de faire dans le théâtre. Et d'ailleurs, il dialogue beaucoup, de manière réciproque, on pourrait dire. C'est-à-dire que l'un injecte les hypothèses qu'il a dans le théâtre, permet à l'autre plutôt d'injecter dans la radio les hypothèses qu'il fait sur le plateau. Et inversement, je crois qu'on peut dire que Benjamin a beaucoup compté pour le développement de ce que vous appeliez les pièces didactiques, mais plus généralement d'un théâtre politique. Parce qu'au fond, politiser la radio, ça veut dire quoi? Ça veut dire en faire autre chose qu'un instrument de propagation d'un discours. Ça veut dire en faire un espace de création et d'invention collective. C'est-à-dire faire de la radio un endroit où la société peut se réinventer et se refaçonner. C'est une ambition immense quand on y pense. Une ambition qui est face à deux écueils qui sont bien pointés par Benjamin. D'un côté, l'écueil commercial dont vous parliez tout à l'heure, une forme de banalisation, de standardisation, de formatage au fond de la radio, mais de l'autre aussi l'écueil qui consisterait à, depuis le haut, diffuser la culture légitime dans ses formes les plus traditionnelles, avec un mépris et une forme de condescendance culturelle de classe. Et donc c'est en cela que c'est politique. Les deux écueils sont bien pointés, il en a conscience. Et ce qui est assez incroyable, c'est que si on prend au sérieux cette idée que le producteur et le récepteur sont une seule même personne, ou qu'en tout cas on passe de l'un à l'autre comme un nœud de Möbius infini, eh bien pour la radio ça paraît absurde. On se dit ben non, l'auditeur est l'auditeur, le producteur est les producteurs. On le voit bien ici, nos auditeurs ils sont loin, ils sont dehors en tout cas. Eh bien avec Internet, si vous remplacez médium radiophonique par médium internautique, la toile sonore par toile mondiale, ça marche. C'est-à-dire on voit vraiment que l'hypothèse de Benjamin, qui a été jugée de manière naïve à l'époque, faut jamais oublier ça. Tous les gens qui pensaient la politisation du théâtre étaient considérés comme des naïfs. Enfin, la politisation, du cinéma ou de la radio, on considérait que c'était quand même, du côté d'Adorno et de la pensée, on va dire, dominante de l'école de Francfort, on considérait que c'était aliénant, et définitivement aliénant, qu'il n'y avait rien à en tirer. Et c'est pour ça que ça me fascine beaucoup l'idée que, oui, il y a bien une chaîne et que, au bout de la chaîne, il y a Internet. Et que moi, ces textes de Benjamin sur la radio, ils m'intéressent beaucoup pour penser Internet, pour réfléchir à ce que peut devenir Internet. Ces résonances sont très fortes, mais on peut peut-être faire une hypothèse, c'est que si, à l'époque, dans la pensée sur la radio, on essaye de saisir d'un même moment l'émetteur et le récepteur, le producteur et l'auditeur, c'est aussi parce que
tout le monde apprend à l'époque ce qu'est la radio, aussi bien ceux qui en font que ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que la radio est aussi neuve pour un auditeur qu'elle l'est pour un producteur. Alors que avec le temps, évidemment, les gens sont nés avec la radio et d'autres sont venus ou devenus des professionnels de la radio alors qu'elle existait depuis des dizaines d'années. Oui, parce que c'est encore une grande école de formation, ou en tout cas, du moins, ce sont les débuts de cet apprentissage que peut encore donner à cette époque l'occasion de faire ce médium-là, y compris pour les enfants et les adolescents. Cette manière de dévoiler le fonctionnement de l'appareil radiophonique, c'est aussi une tentative pour Benjamin d'émanciper l'auditeur, de l'éclairer sur la profonde ambiguïté de cet appareil. En s'intéressant à un appareil de reproduction. Et l'importance des textes de Benjamin sur le sujet. Et ça, effectivement, l'article... Et donc de falsification, possiblement. C'est ça. Et l'article sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, dont la question de l'aura voit le jour en 1931, avec la petite histoire de la photographie, ces problématiques-là, esthétiques, philosophiques, sociologiques, culturelles, ce sont des questions que Benjamin éprouve au microphone. Pratiquement. Il les éprouve pratiquement avant même de les théoriser. Et ça, c'est essentiel. La grande idée de Benjamin, l'aura a disparu, les soldats reviennent de la Première Guerre mondiale muets, la narration est terminée, nous ne pourrons plus jamais nous raconter des histoires, la transmission est terminée, toutes ces... j'ai quand même envie de dire banalité parfois, que l'on tire du texte de Benjamin, elles reprennent une force inouïe. Quand on comprend qu'il fait ce constat pour dire, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la radio. Je pense que la radio, c'est la réponse à l'aura qui disparaît. C'est une nouvelle forme de narration. Benjamin, dans tous les textes que l'on peut trouver dans le recueil, on le sent être un conteur moderne, un conteur d'aujourd'hui, un conteur technicisé, mais un conteur. C'est-à-dire c'est la grand-mère au coin du feu, qui en effet a disparu, et la grand-mère et le coin du feu, est apparue de la télévision. Mais voilà, déjà l'image d'Épinal raconte bien ça, quoi. Du conte, nous ne sommes jamais quittes, au fond. Et Benjamin reste profondément inscrit dans cette idée qu'il y a un conte à venir, qu'il y a un conte moderne, qu'il y a un conte pour demain, et qu'il y a un conte politique. Ce que vous dites sur les enfants est capital. Benjamin s'adresse aux enfants, pourquoi ? Pas pour s'adresser aux enfants, pour s'adresser aux adultes. Et il sait très bien dans ces années que vous décriviez, donc on est quand même quelques années, voire quelques mois avant la grande catastrophe de 1933, Benjamin sait très bien que la seule façon de faire encore passer des choses, c'est de s'adresser à des enfants. Et qu'en réalité, si on regarde les textes en se disant qu'est-ce qu'il y a planqué, qu'est-ce qu'il y a caché, qu'est-ce qu'il y passe en contrebande, oui. Eh bien on se rend compte que c'est politiquement totalement non correct, c'est inassimilable. Aujourd'hui, on aurait même littéralement, on y parle du mal, de ceux qui font le mal, de la fascination pour le mal, dans les villes, dans l'histoire de l'Amérique, le banditisme, les gangsters, la mafia, les sorcières, on n'est que entouré de figures du mal, et avec la dialectisation qu'il en fait, bien sûr, pour se demander comment est-ce qu'on fait avec ce mal, comment on négocie avec ce mal. Mais ce sont des émissions profondément subversives. Profondément. Et il me semble que c'est en tant qu'explorateur de la modernité, c'est une manière par laquelle on pourrait définir le travail de Benjamin, que justement il a essayé, de la même manière qu'il a pu le faire par rapport à la photographie, d'expliquer en quoi l'appareil, l'outil technique pouvait dévoiler l'inconscient visuel. Il me semble qu'en pratiquant le micro, il a essayé presque de faire jour à l'inconscient acoustique. S'il fallait donner un terme à cette idée-là, ce serait peut-être cette expression, c'est-à-dire faire entendre ce qui jusqu'à présent était du domaine de l'inouï. Donc cet inouï, c'est un inouï qui est ancré dans un champ essentiellement politique. En tout cas, la démarche que Benjamin tente de faire à cette époque-là, elle est d'éclairer aussi ces enjeux lorsqu'il s'adresse aux enfants de Berlin et Francfort. Donc, il y a chez lui une volonté véritablement d'un Aufklärer. C'est ça aussi qui le rattache au XVIIIe siècle et aux Lumières allemandes. C'est cette question de l'éducation politique, avec la tentative de relier comme ça une communauté. Évidemment que les auditeurs sont ancrés dans une profonde solitude. Évidemment que cette solitude est très importante puisqu'elle est féconde pour Benjamin. Elle est féconde de rêves éveillés, par exemple. Mais c'est une communauté invisible qu'il faudrait d'ailleurs essayer de déterminer. Pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, c'est une manière de rappeler que certaines radios, en tout cas, et évidemment au premier chef France Culture, n'ont pas des audiences, mais des publics.
des publics qui sont comparables à ceux d'un théâtre, c'est-à-dire un ensemble d'auditeurs ou des ensembles d'auditeurs qui s'assemblent en fonction des programmes qu'ils écoutent pour venir constituer ces communautés imaginées. Bruno Takels. Je vais donner un petit exemple, une petite anecdote concernant France Culture, où j'ai moi-même travaillé plusieurs années comme producteur, et faire aussi du coup un petit salut amical à Jacques Taroni, qui est parti il y a peu de temps. J'ai eu la chance de travailler avec lui plusieurs fois, notamment sur Avignon, mais très essentiellement sur Benjamin et sur les fameux textes de Benjamin, les conférences pour les enfants. Et ce qui est absolument incroyable dans cette émission qu'on a fait avec Jacques, c'est qu'il a très bien compris qu'il fallait évidemment enregistrer les émissions, mais il m'a dit maintenant il faut que tu trouves ta propre conférence. Et il a dit exactement la phrase que vous avez citée de Benjamin, à savoir il faut que tu t'adresses à quelqu'un et pas à une espèce de masse générale invisible. Et il est allé prendre l'assistante et il lui a dit tu vois, elle a 6 ans et demi, elle a des couettes, elle est blonde, elle est allemande et tu lui parles. Et à partir des conférences de Benjamin, donc qu'on enregistrait, j'étais chargé de cette présence qu'il avait mis devant moi au micro. Et j'ai improvisé les conférences sur les conférences de Benjamin. Et c'était une très très jolie expérimentation radiophonique. Et il faut dire qu'ici à Radio France, à France Culture, il y a des grands poètes de la radio, comme je les appelle. Jacques Taroni en était un, il faut le saluer. Hommage à Jacques Taroni, disparu effectivement il y a quelques mois, grand réalisateur de France Culture et de Radio France. Philippe Baudouin, il y a aussi ces réflexions sur justement la vulgarisation, on en disait un mot tout à l'heure, cette idée que la radio est aussi un moyen nouveau d'anéantir des différences, des inégalités d'accès à la culture, puisqu'il souligne très bien que la vulgarisation dans les livres est compliquée parce qu'elle se fait dans le lieu même, le sanctuaire en quelque sorte de la haute culture, alors qu'avec la forme radiophonique, au fond, on doit inventer un mode de vulgarisation qui soit accessible et lisible en quelque sorte par des gens qui n'ont pas l'habitude de lire les livres ou le savoir scientifique. Et donc il y a une conception qui me semble d'une originalité et surtout d'un contemporain absolument incroyable chez Benjamin de ce point de vue. Oui, lorsque le rouge du studio de radio s'allume, c'est un peu effectivement cette pièce qui s'éventre et Benjamin à son époque s'adresse à l'intime. Il s'adresse aux familles, il s'adresse aux enfants, il s'adresse à des auditeurs et surtout des gens qui, pour la plupart, ne connaissent pas son travail. Ce travail de vulgarisation ou de popularisation, il est dans cette main tendue, mais aussi dans cette tentative de créer une passerelle, un pont comme ça entre celui qu'on appelait encore le speaker et puis l'auditeur. Cette main tendue, elle se fait dans une adresse, dans une écriture, mais aussi dans certaines expérimentations. Il y a eu en tout cas une tentative à son époque, à la fin des années 20, avec Benjamin, de concevoir une émission où l'on invitait les auditeurs de radio. Une sorte de panel représentatif d'auditeurs. Bon, pour des raisons que l'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, politiquement, culturellement, on lui a très vite expliqué que ça ne pouvait plus du tout avoir lieu et qu'il y avait une censure qui s'imposait, etc. Mais il y a une tentative avec lui de renouer comme ça avec les auditeurs qu'il ne connaît pas et surtout de les rencontrer un jour peut-être. On voit les enjeux aussi que ça pose à la représentation politique puisque le courrier qu'ils reçoivent, c'est aussi un courrier qui vient dire mais attendez, vous êtes en train de saper les syndicats en incitant les travailleurs à négocier directement, individuellement avec les patrons. Donc on voit que les corps intermédiaires sont eux-mêmes sous désormais la concurrence en quelque sorte des moyens de communication directe que propose la radio. Merci beaucoup Bruno Takels, merci beaucoup Philippe Baudouin. Je rappelle Philippe que vous avez coordonné, présenté ce volume des écrits radiophoniques de Walter Benjamin, publié aux éditions Alia. Voilà, ainsi se termine avec une émission sur la radio, la 15e saison de La Suite dans les idées. Rendez-vous en septembre. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Geneviève Méric à la technique, Alexandre Dang à la réalisation, Ghislaine David. C'est Jean Deloisy qu'on retrouve dans quelques instants sur France Culture.